Sur le plan politique, l'ignorance et l'incompréhension sont exploitées par nos ennemis de toutes sortes qui prétendent que l'UPC est une organisation communiste. Ce qui est très faux. Notre organisation est un mouvement national qui regroupe des personnes appartenant à toutes les couches de la population et ne saurait prendre la forme d'un parti politique, expression d'une classe d'hommes. D'autre part, le Cameroun n'a ni son indépendance ni son unité nationale. Il ne saurait donc être question de former un parti politique au Cameroun d'aujourd'hui. Notre mouvement a donné son affiliation au Rassemblement démocratique africain en janvier 1949. Le RDA est lui-même un mouvement purement africain. Ses élus, autrefois apparentés sur le plan parlementaire exclusivement au groupe communiste des différentes assemblées, cet apparentement a cessé d'exister depuis le 17 octobre 1950. Je dois cependant, c'est vous qui parlez toujours, je dois cependant vous mettre en garde contre une telle propagande qui tend à nous associer à certaines manœuvres. Ce ne sont pas les communistes qui ont divisé le Cameroun en deux. Ce ne sont pas les communistes qui refusent de fixer un délai pour notre accession à l'indépendance. En 1946, le délégué soviétique avait protesté contre la mention partie intégrante du territoire français, figurant dans le texte des accords de tutelle sur le Cameroun sous administration française. Ce sont là de simples constatations qui ne nous lient à aucun parti. Je sais aussi que la question inquiète les Africains sur cette affaire. C'est la question de la propriété. Les Africains ne veulent pas un régime qui viendrait imposer le partage de leurs biens. Mais on leur dit que les communistes partagent les biens des autres. Il faut faire attention à tout cela et voir de qui vient une telle propagande. Je ne soutiens aucun parti ici, mais mon devoir de secrétaire général de l'UPC est d'éclairer les masses camerounaises sur les problèmes politiques. Car demain, nos compatriotes seront obligés de se trouver devant la réalité. Si par nos erreurs d'interprétation empruntées à nos adversaires, nous arrivions à leur raconter des histoires entièrement fausses, cela diminuerait notre prestige et la portée de notre action en tant que dirigeant d'un mouvement national. C'est pourquoi il faut être objectif et sincère. Quand on adopte une telle position, on a la satisfaction de porter témoignage à la vérité. On ne peut pas être compris à la minute où l'on parle, mais on finit toujours par triompher. Nous qui sommes obligés de nous intéresser à la politique internationale, nous devons éviter d'avoir des jugements formels et sévères sur des régimes qui nous sont ignorés. Nous pouvons juger avec compétence le régime colonial que nous connaissons chez nous depuis 67 ans. Et sur l'union, tu avais précisé, c'est dit, camarade Porol. Nous faillirons à notre énumération des difficultés politiques si nous n'invoquions pas la sale politique de division qu'entretiennent les colonialistes pour mieux exploiter et asservir notre pays. Ils dressent tribu contre tribu en faisant croire aux uns qu'ils sont plus intelligents et aux autres qui sont riches et vont dominer le pays. Les uns et les autres croient naïvement à cela et se livrent à de vaines luttes intestines qui aboutissent finalement à la ruine de tous, et le seul qui profite, c'est le colonisateur. Ils dressent chef contre intellectuels en faisant croire aux uns qu'ils sont détenteurs de la tradition et que le pouvoir leur revient, et aux autres qu'ils sont comme les Blancs et que c'est à eux que revient le privilège de la civilisation moderne. Mais les colonialistes ne croient ni au pouvoir du chef, ni à l'intelligence de l'homme dit évolué. Ils cherchent tout simplement à puiser dans la haine de ceux-là
le plus de profit et le prolongement de la misère de tous. Il dresse aussi ouvriers blancs contre ouvriers noirs en faisant croire au premier qu'il est l'homme supérieur et au dernier que son frère de classe, l'ouvrier blanc, est son ennemi. Et c'est de là que provient, croyez-le bien, la campagne anticommuniste qui est si copieusement orchestrée. Mais nous voulons aussi autre chose que tout cela. Nous voulons l'unification. Ici même, on dresse les Nigérians contre les Camerounais en faisant croire aux premiers qu'ils sont supérieurs aux derniers. De même que certains compatriotes dans nos deux zones peuvent se donner la fausse idée d'être plus avantageux par l'administration française. C'est dans ce but de diviser le Cameroun que l'administration française a créé un parti politique appelé Évolution sociale camerounaise et SOCAM, dont le but est de trahir les intérêts camerounais et notamment la mission de contredire nos revendications à l'ONU. C'est ainsi qu'en 1949, alors que nous demandions l'unification du Cameroun et la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance, les SOCAM remettaient à la mission du Conseil de tutelle une pétition par laquelle elle déclarait que le Cameroun était trop arriéré pour poser une telle revendication. À la suite, camarade Podol, le Premier ministre André-Marie Mbida est venu t'insulter et insulter l'organisation que tu avais la charge de mener chez toi-même à Boumiébel en 1957. Je prends juste l'extrait de la réponse à lui adressée. Il parlait de tribalisme. Tu avais dit ceci, camarade Podol, André-Marie Mbida. Je te cite. Le tribalisme est l'un des champs les plus fertiles des oppositions africaines. Nous ne sommes pas des détribaliseurs, comme d'aucuns prétendent. Nous reconnaissons la valeur historique des ethnies de notre peuple. C'est la source même d'où jaillira la modernisation de la culture nationale. Mais nous n'avons pas le droit de nous servir de l'existence des ethnies comme moyen de lutte politique ou de conflit de personnes. Nous sommes des hommes politiques camerounais. À des degrés divers, nous assumons des responsabilités devant l'histoire de notre peuple. Et dans le grand bouillonnement que cela provoque, nous décelons nos insuffisances et nos capacités. Nous puisons alors la source des peuples qui nous ont précédés et dans le passé de notre propre peuple pour fixer notre propre ligne de conduite et ce, avec le concours de la succession des événements. Une telle situation nous impose comme condition première de rompre avec un tribalisme périmé et un régionalisme rétrograde qui, à l'heure actuelle, comme dans l'avenir, représente un réel danger pour la promotion et l'épanouissement de la nation camerounaise. Fin de citation. Camarade Podol, tu as été un prophète. Tu l'avais dit en 51 et répété en 57. Le tribalisme nous envahit. Le mouvement que tu as laissé est aujourd'hui fractionné. Le Cameroun que tu as voulu, fort, prospère et souverain, est aujourd'hui emprisonné par les agents des SOCAM qui inculquent le tribalisme. Or, nous te demandons de pardonner ces usurpateurs, le terme est de toi. Ces fingons, ces cocons, les termes sont de toi. Ces profiteurs, les termes sont de toi. Et tu avais défini que ceux qui sont comme toi et qui vont suivre tes pas, ils seront considérés comme les révolutionnaires authentiques. Nous y sommes. Nous te demandons aussi, toi, ton camarade Wandje, ton camarade Moumié et ton camarade Kingé, de les pardonner. De les pardonner, car le combat que vous avez mené, c'était pour eux également. Mais permets que ceux de tes enfants qui ont suivi tes pas
Donne-leur l'intelligence et la sagesse, l'intelligence et la sagesse, l'intelligence et la sagesse, le courage et les moyens, le courage et les moyens pour mener à bien ce combat. Camarade Porol, aujourd'hui le Cameroun est en un tournant. Inspire-nous et soutiens tous tes enfants qui vont là parce que tu avais dit qu'on ne devrait pas se fatiguer jusqu'à la victoire finale. L'indépendance, la souveraineté de ce pays qui nous ramènera à ce que tu avais dit toi-même comme troisième variante. Comme troisième variante, l'élévation du standard de vie des populations. Or, ton pays a été classé pays pauvre, très endetté, alors qu'il a des potentialités. Tu parlais de l'élévation du standard de vie des populations. Mais tu nous avais promis aussi que ces moments s'y arriveront. Mais nous savons que tu es là pour nous mener vers la victoire finale. À Libé-Lingol, c'est le lieu où Ruben Nyobé a été assassiné. C'était le 13 septembre 1958. Ils sont rendus également à Iseka, sur la tombe du Mpodol. Equinox Télévision est retourné sur ces différents sites pour retracer l'histoire du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun dans le combat qu'il a mené, pour l'indépendance. Le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Les institutions sont déjà mises en place. Il y a par exemple l'Assemblée législative du Cameroun qui existe depuis mai 1957 et qui a d'ailleurs adopté les emblèmes nationaux, le drapeau, l'hymne, la devise entre autres. Le président Amadou Ahidjo est le chef de l'État. La première constitution du Cameroun est adoptée le 4 mars 1960 et consacre le Cameroun comme un État souverain, un État indépendant. Pourtant, les successeurs du Mpodol continuent la bataille, la guerre. Pourtant, ces leaders nationalistes UPCistes continuent de résister, de s'opposer. Ils sont traqués, tués pour certains. Ils sont poursuivis, arrêtés, jugés et condamnés pour d'autres. Roland Félix Moumié est empoisonné à Genève par un Français. Il décède le 3 novembre 1960. Castor Osende Afana est tué le 15 mars 1966. Et bien sûr Ernest Wandji, qui est arrêté, jugé, condamné, puis exécuté sur la place publique le 15 janvier 1971. Question, mais pourquoi poursuivait-il ce combat? Pour qui poursuivait-il ce combat? Pour eux-mêmes? Pour leur famille? Pour leur tribu? Eh bien, ces questions seront analysées sur ce plateau dans quelques minutes par un panel d'historiens et d'UPCistes, bien sûr pour apporter une analyse plus approfondie, non seulement du documentaire que vous venez de regarder, mais d'autres documentaires que nous proposons dans le cadre de cet autre numéro de Profondis, dans le sens bien évidemment de permettre de comprendre le sens des luttes nationalistes, permettre de comprendre pourquoi est-ce que ces hommes ont continué de se battre après les indépendances. On vous a vu sur la tombe de Ruben Nyobé, on vous a vu sur le site, le lieu où il a été assassiné le 13 septembre 1958. Quel est le sens de ce parcours que vous avez fait? D'abord, c'est 2 ou 3 petites choses à faire pour le vue, mais d'abord, il faut repréciser qu'en y allant, un initié, bon que je suis, il faut d'abord se connecter avec la personne qui est partie. Le terme de cette reconnexion-là, on se souvient de ce qu'il a enduré. D'abord la trahison, à 2 niveaux. Parce que c'est ça qu'il fallait, qu'il te met en connexion avec lui. Avec l'Église catholique romaine, qui avait décidé de le tuer. J'ai dit bien décidé de le tuer, pour ceux qui ont les yeux, comme nous allons voir. Et Jean-Marc Porra, qui était son cuisinier, quand on lui présentait l'eau ce matin du 13 septembre 1958, il a dit « Merci pour cette eau que je verse sur ma boîte crânienne pour la dernière fois. » Vous savez, quelqu'un
Comme je le lui ai dit, et il était là, il a compris. Monseigneur parle de prophète, lui il était un prophète. Parce qu'il voyait des choses venir. Il savait que depuis la nuit du 1er au 2 octobre 1957, quand il avait accepté de rencontrer Monseigneur Thomas Mongo, qui était accompagné de l'abbé Soknyem, Mathias, Thomas Mongo avait exigé que Mahima Tip soit à cette rencontre. Ils étaient 5, Mahima Tip, Oumniobe et Yemba Pierre. Vous parlez de prophéties, et après la discussion, 2 choses avaient été dites cette nuit-là. Il dit à Monseigneur Thomas Mongo, ambassade, on l'a yi homa me yine, nous bon le ke kalbourbon, mais dit, ma mère ma souk, dit me rawobi. Ça veut dire qu'en fait, il y a Monseigneur, tu es venu m'espionner, mais je ne mourrai pas, parce que mes idées resteront. Et je te dis, tu ne diras pas à ceux qui t'ont envoyé les 3 variantes qu'ils ont demandé, tu n'es pas venu apaiser, mais il le sait. C'est après donc qu'il lui fait cette révélation. Et ça, ce n'est pas des élucubrations. Quand lui dit, le premier gouvernement sera et tout ce que vous connaissez. Donc, un initié, il doit se reconnecter à cela. C'est-à-dire pour être en contact avec lui. Parce qu'avant, il m'accompagne, il nous accompagne jusque-là. Sinon, on ne serait pas arrivé. Donc, voilà un peu pour comprendre le côté, pourquoi ces choses-là. La même chose, je l'ai fait avec Ernest Wandje. Vous dit, vous rappelez ce qu'il a dit, dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Mais il regarde ce qu'il dit, le sang de martyr est une sémence du patriotisme. En réalité, c'est pour vous dire quoi? Parce que vous parlez de Dieu, tout ça. J'ai dit, si c'est Dieu. Nous on appelle Job. Donc quand vous êtes en territoire bamileke, même lorsque vous parlez de chef, il faut toujours mettre relation avec Dieu. Vous dites faux poussi. En réalité, c'est Dieu et le chef est Dieu. Quand vous dites si kati, Dieu ne dort. Si pas, Dieu est. Voilà pour ceux qui font des recherches, parce que nous sommes là également pour apprendre à nos enfants qui sont historiens. Voilà. Et nous, on dit Job. Et vous avez un évêque. Il y a eu, donc bon, tout n'est pas encore clair sur Wandje, mais également Thomas Mongo sur Oumniobe. Vous voyez comment l'Église catholique, qui avait fait une lettre commune des vicaires en début avril 1955, René Graffin, qui était à Yaoundé, Paul Bouc, en Konsamba, que Monseigneur Albert Dogmo a remplacé, Pierre Bonneau, ici à Douala, Jacques Terrestra à Doumé et Yves Plumet à Garoua. Alors, je pose cette question pour justement permettre aux téléspectateurs de remarquer que Equinox Télévision a décidé de repartir, n'est-ce pas, sur ces différents sites-là pour refaire le chemin, n'est-ce pas, et revenir sur l'histoire de ce leader nationaliste, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, parti nationaliste, l'âme immortelle du peuple camerounais, pour retracer justement l'histoire du Podol, et ça va nous permettre, n'est-ce pas, de faire une autre connexion avec ce que nous avons déjà fait la semaine dernière, l'acte premier qui portait sur la vie de Ernest Wandje. En fait, les questions pour nous de revenir sur la vie de ces héros, sur la vie de ces leaders nationalistes UPCistes, pour comprendre le sens de leur combat, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont continué la lutte après les indépendances, alors que dans l'imagerie populaire, justement, leur combat portait sur l'indépendance du Cameroun. Alors la question donc qu'il faut poser, c'est de savoir pourquoi après 1960, alors que le Cameroun est devenu un État indépendant, ces leaders nationalistes UPCistes poursuivent le combat. Mais avant cela, je voudrais, pour planter le décor, Henriette Ekoué, poser une question simple. Enfin, elle peut paraître simple, mais celle de permettre aux uns aux autres de savoir qui étaient ces leaders-là. Sur l'acte 2 de Profondis aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Ruben Oumniobe. Qui était Ruben Oumniobe? En un mot, en une phrase.
initiale. Cette école normale a été fondée par l'Église presbytérienne américaine. C'était 9 ans après la mort de... Oh, ça y est, en tête. Bref, le président américain qui était allé à Versailles et qui avait fait un plan de paix en 14 points. Président Wilson. Hein? Woodrow Wilson. Voilà. Voilà, merci. 14 points qu'il a présentés au congrès de Versailles en 1919. Voilà, c'est ça. Donc, son nom portait sur la naissance de la SDN. Voilà. C'est après sa mort que les protestants américains sont venus créer l'école normale de Foulassi. Et elle va être importante dans la formation de Oumyobé. Parce que dans cette école, on va s'acharner à apprendre aux jeunes pourquoi il faut qu'ils soient des citoyens d'un pays libre, en leur inculquant nuit et jour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, comme disaient ses anciens camarades, ils disaient maintenant vous parlez de géopolitique. Nous, on a appris ça à Foulassi parce que à Foulassi, on leur avait donné une immense bibliothèque. Ils faisaient même la philosophie allemande, etc. Donc, quand Oumyobé, qui s'est rebellé d'ailleurs, on l'a chassé de l'école, mais c'était un brillant élève. Et donc, il avait tout ça... Dans l'histoire justement de ce renvoi, on indique qu'il avait fait une revendication par rapport à l'amélioration des conditions des élèves dans son établissement scolaire. Oui, et c'est la raison pour laquelle il avait été traduit au conseil de discipline. Voilà, et puis il n'a pas voulu qu'on lui impose de fabriquer des briques pour une ou deux salles d'école. Voilà. Et donc, il était imbibé de ce que les Américains leur ont appris. Il faut qu'on vous forme pour être les futurs dirigeants d'un pays libre et indépendant. Et c'est pour ça que l'hymne national va sortir de Foulassi. Ouais. D'ailleurs, quand le gouverneur Marchand arrive, il entre, il regarde la bibliothèque, il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous, on apprend à l'école supérieure aux élèves à bien écrire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de machines à écrire, mais qui sachent bien écrire, qui comprennent ce que c'est que le courrier dans l'administration, etc., des bases. Alors que là, il arrive, ils font de la philosophie allemande, ils font l'histoire avec une immense bibliothèque, ils étudient l'histoire de la Révolution française, l'histoire de ce que les Américains appellent la Révolution américaine, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance, etc. Bref, il est dans une école qui le forme et qui le forge et qui le prépare à ce que le professeur Samuel Bongo appelle dans son ouvrage l'esprit maquisard. Oui, si on peut dire ça comme ça. C'est ça, c'est ça. Dans la capacité, n'est-ce pas, à critiquer et surtout à lutter pour obtenir l'indépendance, la vraie indépendance, etc. La défense de ses droits. Il va se battre pour avoir le baccalauréat et il va se former un peu en autodidacte en droit. Ce qui fait que quand il arrive aux Nations Unies, il a énormément lu. Et il a en face de lui Kosciusko Morizet, qui lui aussi est un ancien de la prestigieuse école normale supérieure des Français. Là, en décembre 1952. Voilà, la rue d'Ulm, et il va croiser le fer avec cet homme. Et l'ONU est ébloui par sa façon de s'exprimer, et il a battu à plate couture M. Kosciusko Morizet. C'est pour ça qu'il y a eu cette furie quand il vient faire la tournée triomphale, la célèbre photo où il est avec tous ses camarades. Les gars sont furieux parce qu'ils ont été battus aux Nations Unies. Qu'est-ce qui va donc faire, en fait, que ça ne se passe pas comme il le voulait? Tout simplement parce que le contexte de l'indépendance, c'est en pleine guerre froide. En pleine guerre froide. Donc, qu'est-ce que... D'abord,
Oumniobé attire la sympathie de beaucoup de gens, beaucoup d'Américains, qui se disent, ils sont en train de mener la lutte que nous-mêmes, on a menée contre la couronne britannique. Donc, il faut de la sympathie. Et qu'est-ce que la France fait? La France dit que non, mais comment? Vous voulez les soutenir alors que c'est des communistes? C'est très mauvais. Voilà, donc, ils ont payé très cher parce que le contexte de la guerre froide était violent. Alors, Simon-Serge Kakak, de votre point de vue, comment est-ce qu'il faut présenter Ruben Oumniobé? Peut-être aux plus jeunes qui, pour la plupart, ne savent pas exactement qui était ce héros-là, et surtout avec cette espèce de confusion que certains, depuis quelque temps, tentent, n'est-ce pas, de mettre dans les esprits qui était Ruben Oumniobé et quel était le sens du combat qu'il menait. Duval, je pense que la question que vous me posez est d'une pertinence légendaire. Parce qu'en réalité, lorsqu'on vous parle de Ruben Oumniobé, nous autres le percevons, nous le voyons comme un patriote visionnaire qui a marqué toutes les générations. Parce qu'en réalité, lorsque vous parcourez la vie de cet illustre compatriote, vous allez vous rendre compte que, très jeune, il a compris qu'il avait un rôle à jouer dans la société camerounaise. La matriarche Henriette Ekwe vient de vous brosser en quelques mots sa formation à Foulassi. Mais moi, je veux revenir un peu sur son parcours quand il est sorti de l'école de Foulassi. Vous comprenez? Tout de suite, il a intégré la JECAFRA. Qu'est-ce qu'on appelait la JECAFRA? La jeunesse camerounaise française. La jeunesse camerounaise française qui a été créée exactement en 1938 et qui avait pour principaux animateurs l'administrateur colonial de l'époque qu'on appelait Richard, il avait un autre nom là, Richard veut me rappeler, et surtout Lupo Lojula. Beaucoup de gens ne savent pas que Lupo Lojula était un acteur de la JECAFRA. Ruben Oumniobé a intégré la JECAFRA, il a compris que ce n'est pas sa place là-bas. Il a compris que ce n'est pas à travers la JECAFRA qu'il pouvait marquer l'histoire de notre pays. Tout de suite, il a quitté le milieu. Il a continué sa quête des outils qui devaient lui permettre d'être, j'allais dire, un leader pour son peuple. Il est allé au centre des études marxistes. Là également, il n'a pas trouvé son affaire. Il a continué. Il a intégré l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. C'est là où il s'est donc approprié des batailles syndicalistes. Et à l'époque de l'administration coloniale, les batailles syndicalistes se confondaient avec la lutte anticolonialiste. C'était la même chose. C'est ça qu'il a formaté. Et c'est là où tout de suite il a compris que je peux faire mieux en quittant ce milieu syndicaliste pour embrasser véritablement la lutte indépendantiste anticolonialiste. Et c'est à ce moment qu'il a commencé donc à inquiéter l'administration coloniale. Heureusement qu'il a été aidé par son maître, un maître entre guillemets, Gaston Donat. Il a mis en place l'UPC. Et lorsque vous regardez la liste de ceux qu'on nous présente officiellement comme ceux qui ont participé à la fameuse réunion au restaurant La Sierra, le 12, c'était les anciens syndicalistes qu'il a convaincus, il a amené à l'UPC. Laquelle réunion a débouché sur la création de l'Union des populations du Cameroun? Tout à fait, le 10 avril 1948. Et tout de suite, le gars a posé le problème qu'il fallait. Il a dit, il nous faut d'abord construire une nation camerounaise. C'est pour ça qu'il dit, c'est-à-dire que lorsque vous lisez les statuts de l'UPC, le premier objectif, contrairement à ce que l'opinion publique pense, ce n'est pas l'indépendance. Il dit la réunification, l'unification du Cameroun allemand. C'est pour ça qu'on vous dit que la réunification, j'allais dire, c'était comment dirais-je, une exigence préalable à l'indépendance. Et le peuple l'a compris. Vous voyez là, quelqu'un qui, en 1948, il avait quel âge? En 1948, il avait 35 ans. Il avait quel bagage? Je peux vous dire, il n'était pas un diplômé des universités. Mais il avait une vision qui posait le problème essentiel. Parce qu'en réalité, le problème qu'il a posé en 1948, si vous faites l'exégèse de ce que nous vivons aujourd'hui, nous a rattrapé. Parce que justement, parce qu'en face,
Lorsqu'on a voulu nous faire accéder à la souveraineté internationale, parce que nous les UPCistes, je parle sous le contrôle de la grande sœur, nous les UPCistes, nous n'avons jamais considéré ce qui s'est passé en 1960 comme l'indépendance. Ils nous ont juste donné le droit d'accéder à la souveraineté internationale. Mais pour nous les UPCistes, ce n'est pas l'indépendance. Et c'est le problème que Léopold posait, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'indépendance si on n'a pas réglé ce problème de la réunification, de l'unification du Cameroun allemand. Donc, en réalité, voilà quelqu'un qui, à 35 ans, en 1948, pose les problèmes qui sont d'actualité en 2025. Cela veut dire que c'est un visionnaire, un grand visionnaire qui a inspiré les générations. Donc, lorsque vous me demandez qui était Ruben Oumyobé, je vous dis c'est un patriote qui a inspiré les générations. Et je pense que les idées du Mpodol continuent à nous inspirer aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas attention pour comprendre qu'il faut qu'on revienne pour examiner les questions posées en 1948 dans les statuts de l'UPC, parce que je reviens encore là-dessus, il faut qu'on se comprenne, les objectifs de l'UPC, les idéaux de l'UPC n'ont jamais changé. Pour nous autres, ces idéaux restent d'actualité, parce que lorsqu'on vous parle de la réunification du Cameroun, nous autres, nous pensons que ce débat reste d'actualité. Lorsqu'on vous parle de l'indépendance du Cameroun, ce débat reste d'actualité. Lorsqu'on vous parle de l'élévation du standard de vie des Camerounais, que nous autres, nous appelons l'amélioration exponentielle des conditions de vie des Camerounais, tout le monde constate que cet idéal reste d'actualité. Donc pour nous autres, les problèmes posés par l'UPC, les problèmes posés par le Mpodol avec ses amis, avec ses camarades en 1948, toutes ces questions restent d'actualité. Donc pour nous autres, c'est un visionnaire qui continue à nous inspirer. Et vous avez parlé tout à l'heure du Mpodol. Je précise que dans Écrit sous Maquis, publié aux éditions L'Harmattan, qui est un ouvrage d'Achille Bébé que tout le monde connaît très bien. Tout à fait. Il explique un peu, on va dire, les origines même de cette appellation, parce que de son point de vue, Ruben Oumyobé incarnait, n'est-ce pas, celui qui avait la possibilité, n'est-ce pas, de, on va dire ça comment, de s'exprimer d'abord, de porter la revendication dans une période où les villages, où les uns et les autres avaient des préoccupations légitimes contre le colon, et il était présenté comme celui qui avait la possibilité justement de pouvoir porter ces revendications-là et de mettre tout le monde ensemble dans ce combat contre l'administration coloniale. Je veux même coloniale. compléter, j'ai failli oublier Duval. Ça c'est quelque chose de très important parce que vous avez très bien fait de me le rappeler. Vous savez, lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, où on a l'impression que le débat sur le tribalisme est d'actualité, on ne comprend absolument rien. C'est-à-dire qu'au moment où le Camerounais doit penser, j'allais dire, construire une vraie nation, développer un pays, devenir un pays prospère, un pays émergent. Quelqu'un a dit à l'horizon 2035. Mais nous disons que dès maintenant, même nous devons être un pays émergent. Parce qu'en réalité, la Providence nous a tout donné. Curieusement, aussi paradoxal que cela puisse pas, les gars nous ramènent sur la question du tribalisme. Je vais vous dire que le Mpodol Ruben Oumyobé, déjà en 1948, et ensuite en 1952, en 1953, en 1954, lorsqu'il est allé à la tribune des Nations Unies, il avait déjà commencé à poser ces problèmes de tribalisme. Parce qu'en réalité, le Mpodol s'est toujours posé comme quelqu'un qui pensait nation camerounaise. Lui ne pensait pas tribu. Il était énergiquement contre le tribalisme et surtout contre l'instrumentalisation par les colons du tribalisme comme facteur de division. Il avait déjà posé ce problème qui nous rattrape aujourd'hui. C'est pour vous dire que, pour rester dans la logique de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce monsieur, tout ce qu'il avait développé dans les années 48, dans les années 50, il reste d'actualité au Cameroun. Et c'est à nous aujourd'hui, j'allais dire, de saisir le taureau par les cornes pour savoir exploiter cela à bon escient. Quelle était, Jean-Claude Djonkap, la vision de Ruben Oumyobé sur la question de la nation? Parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de la nation, on parle d'un ensemble de peuples, n'est-ce pas, qui sur un territoire précis partagent les mêmes souvenirs historiques et qui surtout ont la volonté de vivre ensemble. Quelle était la vision, n'est-ce pas, de Ruben Oumyobé sur les questions de la nation, sur le projet national et ce que les uns et les autres pouvaient considérer comme la mécanique à mettre en place pour construire une nation forte, dépouillée, n'est-ce pas, de tous les oripeaux, tribaux, ethniques et tout ce qu'on peut imaginer. En rebondissant sur ce que mon prédécesseur vient de dire, on retrouve la réponse à cette question dans le discours qu'il prononce le 17 décembre 1952 aux Nations Unies.
Parce que quand vous intégrez ce discours dans le faisceau historique des événements qui ont marqué la vie de Oumnobé, c'est très dense. C'est très dense, mais je prends les moments qui accélèrent la partie, le voyage vers les Nations Unies, pour parler de cette nation. Vous savez, il y a dans ce travail que j'ai déposé ici, ça c'est mon premier travail de l'école normale, qui porte essentiellement sur lui. Il y a même un chapitre dedans, qui est Rouben Oumnobé, où je ne réponds pas comme ça, je fais les collectes des différents éléments de son parcours, des discours, de son comportement, de sa vie relationnelle, pour pouvoir parler de lui. Et à titre d'illustration, le peu que j'ai dit maintenant, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de son exclusion de l'école de Foulassi. C'était pour la nourriture. Il a dit on prépare mal. On ne doit pas nous nourrir comme ça. Et donc, il faut nous entretenir dans de bonnes conditions pour nous mettre en perspective d'une réflexion.